Alors, comment est-ce qu'une seule ville, Rome, a pu finir par dominer toute la Méditerranée et bâtir un empire qui a marqué l'histoire? C'est vraiment la question fascinante qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Et vous savez, cette interrogation, elle n'est pas nouvelle. Déjà à l'époque, l'historien grec Polybe, qui a vu l'expansion romaine de ses propres yeux, l'avait bien saisi. Ce n'était pas un hasard. Non, loin de là. Il y a des raisons, des structures bien précises et des choix qui ont mené à ce succès absolument fulgurant. Notre question centrale, c'est donc celle-ci. Quels sont les mécanismes militaires, politiques et même idéologiques qui ont permis à Rome de prendre ce monde méditerranéen, qui était super diversifié avec plein de cités et de royaumes, et d'en faire ce qu'ils appelleront plus tard leur Mare Nostrum, notre mer? Alors pour bien comprendre tout ça, on va procéder en 5 temps. D'abord, on va regarder les fondements de la puissance romaine. Ensuite, le grand choc contre Carthage. Puis, le moment critique avec Hannibal. Après ça, la conquête de l'Est. Et pour finir, on verra comment ils ont fait pour gouverner tout cet immense empire. Allez, c'est parti pour la première partie, les fondements de la puissance. La question est simple, qu'est-ce qui rendait Rome si forte, si redoutable? Eh bien, la réponse se trouve au cœur de sa machine de guerre. Et à la base de tout ça, il y a la légion. C'est intéressant parce que le mot lui-même, legio, vient du latin legere, qui veut dire choisir ou lever une armée. Et ça, c'est absolument fondamental pour comprendre leur mentalité. À Rome, être un citoyen, c'était d'abord et avant tout être un soldat. L'armée, ce n'était pas une entité à part, c'était le peuple romain en armes. Et ça change absolument tout par rapport à leurs ennemis. La plupart des autres puissances de l'époque, elles utilisaient des mercenaires, des professionnels qui se battaient pour un salaire. Les Romains, non, c'étaient des citoyens soldats. Ils ne se battaient pas pour de l'argent, mais pour la République, pour leur ferme, pour leur famille. La motivation n'est évidemment pas la même. Et surtout, ça leur donnait accès à un réservoir d'hommes quasi illimité. Et attention, ce réservoir humain, il n'était même pas que romain. Regardez un peu ces chiffres qui viennent de ce qu'on appelle la Formula Togatorum en 255 avant Jésus-Christ. On a 52 000 soldats purement romains et à côté 158 000 soldats qui viennent de leurs alliés italiens, les Socii. Faites le calcul, c'est une supériorité numérique juste écrasante. C'est un avantage stratégique absolument décisif. Mais attention, la force de Rome, ce n'est pas juste une question de chiffres ou de muscles. Il y a une dimension idéologique, presque spirituelle, qui est tout aussi importante. C'est ce qu'on appelle la Pax Deorum, la paix des dieux. Les Romains étaient profondément convaincus qu'ils ne menaient que des guerres justes pour se défendre. Du coup, une victoire, c'était quoi? C'était la preuve que les dieux étaient de leur côté. Et une défaite? Ah, là, c'était le signe qu'ils avaient commis une faute religieuse qu'il fallait réparer. On passe à notre deuxième partie. Alors, avec cette machine de guerre redoutable et cette confiance en soi presque totale, Rome va se heurter à son plus grand rival pour le contrôle de la Méditerranée occidentale, la grande cité de Carthage. Ce choc des titans, il va se jouer en 3 actes, les fameuses guerres puniques. Acte 1. De 264 à 241 avant notre ère, Rome met la main sur la Sicile. Acte 2. La plus connue de toutes, entre 218 et 201, c'est bien sûr l'invasion d'Hannibal en Italie. Et enfin, l'acte 3, de 149 à 146, qui se termine par la destruction pure et simple de Carthage. Et c'est sur cette deuxième guerre qu'on va maintenant se concentrer. Parce que là, on est vraiment dans l'heure la plus sombre de l'histoire de la République. C'est le moment où Rome, qui se croyait invincible, a été à 2 doigts de l'anéantissement. Et tout ça à cause d'un seul homme, le général Hannibal Barca. Le plan d'Hannibal est d'une audace, c'est juste incroyable. Au lieu de l'attaque évidente par la mer, il décide de porter la guerre en Italie par la terre. Il part d'Espagne avec une armée colossale, il traverse le sud de la Gaule, et là, il fait l'impensable, il traverse les Alpes. En plein hiver, avec ses soldats et même ses éléphants. C'est un coup de génie stratégique qui prend les Romains complètement au dépourvu. Une fois qu'il est en Italie, c'est une succession de victoires pour Hannibal. Il inflige défaite sur défaite aux légions romaines. Il semble impossible à arrêter. Et puis vient le sommet de cette série de désastres pour Rome. On est en 216 avant Jésus-Christ, à la bataille de Cannes. C'est là que le génie tactique d'Hannibal va littéralement pulvériser la plus grande armée que Rome ait jamais rassemblée. 50 000 soldats romains tués en une seule journée. Il faut se représenter le choc. C'est une hécatombe, une catastrophe nationale. À Rome, c'est la panique totale. Et bien sûr, pour eux, une défaite d'une telle ampleur, ça ne peut vouloir dire qu'une chose. La Pax Deorum est rompue. Les dieux sont en colère. La République est au bord de l'effondrement. Et pourtant, c'est là que tout ce qu'on a vu au début, ce fameux réservoir inépuisable de citoyens soldats et d'alliés, va faire la différence. N'importe quelle autre puissance de l'époque se serait effondrée après un tel désastre, mais pas Rome. Rome plie, mais ne rompt pas.
élève de nouvelles légions encore et encore et finit par repousser Hannibal et à gagner la guerre. Mais le traumatisme est immense et il va changer la mentalité romaine pour toujours. Ça se résume dans la fameuse phrase du sénateur Caton l'Ancien qui finissait tous ses discours, quel que soit le sujet, par dire « Carthago delenda est ». Il faut détruire Carthage. L'objectif n'est plus de gagner, mais d'annihiler l'ennemi. On en arrive à notre 4e partie. Maintenant que Carthage est hors jeu, l'élan de Rome est devenu, inarrêtable. Le regard de la République se tourne alors vers l'Est, vers les très riches et anciens royaumes hellénistiques. Et là, il y a une date claire à tenir, 567 avant notre ère. C'est l'année de la victoire décisive contre le royaume de Macédoine, à Pydna. Et les conséquences de cette victoire vont être absolument gigantesques. Elles vont transformer Rome pour de bon. L'impact est très concret et il est spectaculaire. Imaginez, le butin est si énorme que l'État romain décide de supprimer l'impôt direct pour tous les citoyens. C'est fini, plus d'impôts. Le général victorieux, Paul Émile, a droit à un triomphe qui dure 3 jours entiers dans les rues de Rome. Plus de 150 000 personnes sont capturées et réduites en esclavage. Le royaume de Macédoine, lui, est tout simplement rayé de la carte. Bref, l'Empire devient une affaire extrêmement rentable. Et on arrive à un point de non-retour, en 146 avant notre ère. Cette année-là est terriblement symbolique. Rome met sa nouvelle politique impériale à exécution, de la manière la plus brutale qui soit. Elle rase Carthage, son ennemi de toujours, et la même année, elle détruit Corinthe, une des plus grandes cités grecques. Le message envoyé au reste du monde est d'une clarté de cristal. Résistez à Rome et vous serez anéantis. Bon, c'est bien beau de conquérir un empire, mais après il faut le gérer. C'est une toute autre paire de manches. On aborde donc notre 5e et dernière partie. Comment Rome, de manière très pragmatique, s'y est prise pour administrer ces territoires immenses. L'outil de base de cette administration, c'est la provincia, la province. C'est intéressant, parce qu'à l'origine, ce mot voulait juste dire la mission, la tâche assignée à un magistrat. Mais petit à petit, le sens a glissé pour désigner ce qu'on connaît, un territoire conquis en dehors de l'Italie, avec un gouverneur romain à sa tête et des impôts à payer. Et cette administration provinciale, elle était finalement assez simple, assez légère. En haut, on a le gouverneur, un proconsul ou un propriétaire, qui a les pleins pouvoirs militaires et judiciaires, ce qu'on appelle l'impérium. Pour l'aider, il a un questeur qui s'occupe des finances, de la collecte des impôts et des légats qui sont ses bras droits. C'est une structure minimaliste, mais qui donne un pouvoir absolument énorme au gouverneur. Et évidemment, un tel pouvoir sans beaucoup de contrôle, ça a souvent mené à des abus, parfois terribles. L'exemple le plus célèbre, c'est celui de Verrès, que Cicéron a attaqué dans ses fameux discours. Il nous décrit comment ce gouverneur a littéralement pillé la Sicile pendant ses 3 ans de mandat. C'est ça aussi, la réalité de l'Empire, une exploitation économique qui pouvait être d'une brutalité sans nom pour les peuples soumis. Alors, au final, comment est-ce qu'on doit interpréter cette ascension, cette conquête fulgurante? Est-ce que l'Empire romain, c'est le résultat d'un grand plan, d'un projet stratégique mûrement réfléchi, une volonté de dominer le monde dès le départ? Ou est-ce que c'est plutôt le fruit d'un enchaînement de circonstances, une sorte de réaction en chaîne où chaque guerre, perçue comme défensive, en entraînait une autre jusqu'à se retrouver à la tête d'un empire presque par accident? Eh bien, c'est la grande question, le grand débat qui, aujourd'hui encore, passionne les historiens.